professeur émérite à la Sorbonne, professeur à Londres. Vous êtes un spécialiste de la pensée musulmane et de la pensée arabe. C'est d'ailleurs à ce titre que vous avez, j'imagine, participé essentiellement à la commission Stasi, qui avait sa dernière séance de travail aujourd'hui même et qui va rendre demain matin son rapport au président de la République. J'ajoute que vous avez publié de nombreux ouvrages. Je ne citerai que ceux que vous avez publiés cette année, une réédition aux éditions PUF d'un que sais-je consacré à la pensée arabe, et puis un livre chez Desclés de Brouwer intitulé « De Manhattan à Bagdad ». Alors, vous avez participé à tous les travaux de cette commission, présidée par Bernard Stasi, qui rend donc un rapport sur l'état de la laïcité dans notre pays. Est-ce que vous estimez que cette commission était nécessaire et qu'au fond, elle a été utile? Ah ça, je peux le dire absolument sans hésitation. Il était nécessaire de se saisir d'un ensemble très complexe de problèmes sur lesquels la société française a besoin de réfléchir et d'être complètement informée, ou très informée, en tout cas plus informée qu'elle ne l'est, parce que cette commission a révélé par toutes les auditions, oui, les auditions, de très nombreuses auditions, mais aussi l'attitude de la presse, des médias vis-à-vis de cette commission, parce qu'on a assisté à des débats qui ont révélé l'ignorance d'une très large partie de l'opinion, à la fois sur la laïcité elle-même, qui constitue le cheval de bataille de la pensée politique française, et même de la pensée tout court en France, parce que la laïcité, c'est une construction historique d'une grande richesse, et bien entendu encore plus au sujet de l'islam, et je viens de dire l'islam. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de constater l'ignorance, d'abord des musulmans eux-mêmes, pour ne pas choquer les auditeurs qui ne devraient pas croire que je donne une leçon quelconque. Les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'est la pensée islamique. Et comment la pensée islamique peut intervenir dans les débats que nous sommes en train de vivre, car tout le monde réfère à l'islam, l'islam, l'islam. L'islam, c'est un ensemble de croyances, certes, c'est un culte, certes, mais c'est aussi une tradition intellectuelle de pensée. Alors on va revenir sur cette tradition pour en définir quelques termes. Auparavant, dans le constat ou le diagnostic que vous avez fait pendant les travaux de cette commission, est-ce que vous avez estimé qu'il y avait une poussée en France d'un islam fondamentaliste, d'un islam prosélyte ou d'un islam qui se veut simplement identitaire dans ses comportements? Oui, alors je n'ai pas besoin de me référer à ce que nous avons fait et entendu dans la commission pour répondre à votre question. Ce n'est pas pour simplement observer l'obligation de réserve en tant que membre de la commission pour ne rien dévoiler de ce qui s'est passé. Demain, on saura tout. En tout cas, de ses préconisations. Oui, bien sûr. Demain, quand le président de la République aura reçu notre rapport, bon, à ce moment-là, les gens peuvent le lire et on pourra discuter et il y aura beaucoup de choses à dire. Alors, sur les comportements de cet islam, sur cette tendance. Alors, sur les comportements de l'islam en France, malheureusement, nous constatons que ces comportements obéissent beaucoup plus à des présentations comment les qualifier, à tendance nettement politique, détachée, comme je viens de le dire, de la pensée islamique, qui est une référence nécessaire et différente de la référence au Coran. Parce que tout le monde vous dira, que dit le Coran au sujet du voile? Attendez, quand vous dites à connotation politique, vous entendez quoi par connotation politique? Connotation politique... Prosélyte ou politique? Prosélyte, moi je perçois plus de politique que de prosélytisme. Parce que le prosélytisme, s'il se fait, il se fait à l'égard des jeunes musulmans ou des musulmans pour les mobiliser dans un combat. Or ce combat est éminemment politique, même lorsqu'il ne s'avoue pas comme tel. Il est politique fondamentalement parce qu'on ne peut pas le détacher de tout ce que nous vivons, en particulier depuis le 11 septembre. Et puis depuis le problème
palestiniens, etc. Chaque jour, nous entendons beaucoup de choses. Et maintenant, il y a l'Irak qui s'y est ajouté. C'est une affirmation communautariste? Alors, ça, c'est un mot qui revient constamment. Oui. Le communautarisme devient inévitable lorsqu'il n'y a aucun encadrement de la religion et de ses expressions, aucun encadrement de type intellectuel et de type culturel. J'entends la culture historique, par exemple. Les musulmans ne connaissent pas l'histoire de la formation de leur pensée, enfin de la pensée, qui devrait normalement les inquiéter pour aller savoir que disent les penseurs autorisés. Alors précisément, si on prend l'exemple le plus frappant, celui qui a fait parler le plus de lui, c'est le voile. Le voile. Le hijab dans le Coran. Oui. Qu'est-ce que l'on peut tirer de l'expression coranique ou ensuite de la tradition musulmane sur le voile comme signe, symbole ou obligation religieuse? Eh bien, vous voyez, merci de me poser cette question sous la forme où vous l'avez posée, car la forme où vous l'avez posée présuppose qu'il est possible de donner une réponse précise en allant voir ce que dit le Coran. Or, moi, ma position constante aujourd'hui est principalement pour l'islam en général depuis que l'islam s'est installé en Europe. C'est de dire dans quelle mesure nous pouvons décoder, faire une exégèse du texte coranique compte tenu à la fois de l'héritage exégétique des musulmans qui l'ont fait déjà depuis longtemps, mais compte tenu davantage de ce que nous savons aujourd'hui des sciences exégétiques. Et quand je dis sciences exégétiques, je dis tout de suite linguistique. Or, les musulmans s'en fichent pas mal de ça. Ça ne les concerne pas. Et c'est ça qui est la clé de nos problèmes. Vous voulez dire qu'ils ont une référence littérale au Coran, à la lettre? D'abord, tout le monde, tous les musulmans, surtout les jeunes filles qui portent le voile, ne vont pas lire le Coran elles-mêmes. Il y en a parmi elles qui ne peuvent même pas lire l'arabe. Donc ça vous donne déjà un renseignement là-dessus. Et puis ensuite, ceux qui lisent le Coran ne sont pas armés du point de vue de l'outillage nécessaire pour faire l'exégèse d'un texte ancien. C'est comme si vous demandez à un Français dans la rue de vous donner une exégèse d'un passage de la Bible. Quand le Conseil du culte musulman, qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, dit c'est une obligation religieuse, qu'est-ce que vous répondez? Et je réponds qu'ils n'ont aucune autorité théologique pour le dire et pour le dire aux musulmans et faire appliquer aux musulmans une croyance, parce que justement l'islam est théologiquement protestant. Il est théologiquement protestant et politiquement catholique. Cela veut dire que chaque musulman est libre d'avoir un contact personnel avec le Coran, de donner sa compréhension du Coran, mais il n'a aucune espèce d'autorité pour l'imposer aux autres. Il doit se soumettre à un débat avec d'autres exégètes. Et c'est de ce débat entre les exégètes que peut, je dis, ça ne se dégage pas nécessairement, que peut se dégager une doctrine, c'est-à-dire une réponse à une question comme celle-ci, mais il y en a beaucoup de ce type. Alors, autre question, parce qu'elle est très, très forte dans notre réflexion sur, j'imagine, une commission de ce type, c'est le statut de ce qu'on appelle la Oumma, la communauté. Est-ce que dans l'islam, il y a une contradiction avec une distinction entre la sphère religieuse et la sphère politique? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont si intimement liées qu'il y a incompatibilité avec notre idée de la laïcité? Alors, je reprends ma définition. Islam théologiquement libre pour chaque musulman, mais politiquement catholique, c'est-à-dire que le pouvoir est vertical. Il descend d'un chef qui est au sommet, aussi bien le calife ou le sultan ottoman d'autrefois, que les présidents de la République ou les rois d'aujourd'hui. Et c'est de là que descend toutes les indications, par exemple le système éducatif. Il vient d'un ministre de l'Éducation nationale qui lui-même travaille à l'intérieur de cette structure.
Non, mais là, vous parlez des pays musulmans. De tous les pays musulmans, bien Oui, sûr. mais que va-t-il se passer dans un pays qui n'est pas musulman? Alors, dans un pays qui n'est pas musulman, justement, il faudrait que les musulmans de France, d'Allemagne et d'ailleurs prennent conscience de la façon dont l'islam comme religion fonctionne. Il fonctionne dans la liberté et le débat. Et c'est à travers le débat que se dégagent des solutions. C'est pour cela que je dis qu'actuellement, aussi bien en Europe que dans les pays musulmans eux-mêmes, ce débat manque, et quand il s'instaure en relation avec le pouvoir politique, c'est-à-dire avec un contrôle du pouvoir politique, et maintenant il y a un autre contrôle qui est le contrôle par en bas des mouvements militants. Moi, j'aime pas dire fondamentaliste parce que c'est beaucoup plus fort que ça et plus complexe que ça, et ils contrôlent de la manière que nous savons, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas justement. Donc vous dites qu'il y a une captation politique de l'islam en France. Captation politique par le haut et par le bas. Bon, alors, de l'autre côté, la société française vis-à-vis de l'islam, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle perçoit mal l'islam ou qu'il y a un réflexe d'islamophobie? On a entendu, par exemple, ça a fait beaucoup de bruit, les déclarations de notre confrère Claude Imbert sur l'islam. Oui, oui. Ça vous a choqué? Bien sûr que ça m'a choqué, parce que de la part d'un esprit éclairé, cultivé, qui occupe une place importante, surtout dans les médias, quand même, il y a une responsabilité à exercer dans les médias, c'est choquant. Ceci dit, lorsqu'on sait ce qui se passe dans les hôpitaux avec des femmes musulmanes qui se voilent et qui n'admettent pas qu'un médecin homme les examine, je conçois parfaitement que les gens soient... Je vous dis que beaucoup de musulmans sont irrités. Hein. Ils n'acceptent pas ça du tout. Or, on regarde seulement les cas tels qu'ils se passent et on les rapporte sans regarder sociologiquement, justement, qu'il y a en France et en Europe beaucoup de musulmans qu'une telle attitude révulse. Donc, psychologiquement, je peux comprendre que des gens soient absolument physiquement irrités par ce comportement. Ceci dit, on peut être irrité, mais si l'on est quand même responsable civiquement, contrôler les jugements que l'on porte, parce qu'il faut relativiser les choses et dire les choses dans leur réalité. Quand Nicolas Sarkozy décide de débattre avec Tariq Ramadan, qui est donc ce théologien musulman suisse, vous trouvez qu'il a raison ou qu'il a tort? Vous parliez de débat. Je trouve qu'il peut choisir cela, mais il aurait dû exiger de l'antenne qu'il a invité, exiger qu'il y ait un autre intervenant qui soit un représentant qualifié de la pensée islamique, parce que vous voyez très bien que le nœud du problème est dans ce que peut dire aujourd'hui l'historien de la pensée islamique. Bon, mais attendez, or, cette voie-là est absente. Nous avons affaire à un ministre qui exerce des responsabilités et à un idéologue. Un idéologue qui se présente comme un théologien. Or, la théologie en islam ne fonctionne pas de cette façon-là, comme je viens de vous le dire. Mohamed Abdou, un grand alim bien connu du monde musulman entier, savant, n'aurait jamais débattu de cette façon-là, ne se serait pas comporté de cette façon-là. Parce que lui savait, et d'ailleurs il l'a écrit et enseigné, et c'est lui qui a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, aucun musulman ne peut imposer à d'autres musulmans sa propre lecture d'un verset quelconque. Ça vaut pour tout ce qu'on peut appeler l'instance de l'autorité religieuse en islam. Comment fonctionne l'instance de l'autorité religieuse en islam? Or, voici un jeune tribun qui se présente devant le monde entier et qui est invité partout et qui se comporte comme un théologien qualifié. Bien, alors, dans cette situation, est-ce que vous estimez, vous, je vois bien que vous souhaitez qu'il y ait un vrai débat au sein de l'islam, qu'il y ait un vrai débat entre musulmans et le monde politique. Absolument. Est-ce que vous pensez que ça a été la préconisation de la mission parlementaire sur cette question de la laïcité qu'il faut légiférer? Vous, personnellement. Je ne parle pas des préconisations de la commission Stasi, elles seront dévoilées demain. Mais vous, personnellement? Dans l'état actuel des choses, je pense que
peut-être pas faire une loi nécessairement, parce que on m'a tout dit sur, je n'ai pas le temps de développer cette chose-là, mais intervenir effectivement d'une manière ferme et claire au sujet des comportements à l'école d'abord, qui est un espace, je dirais, intellectuellement sacré, si je peux ainsi parler, et protéger les enfants à l'école et leur donner, alors c'est cela pour moi l'essentiel, donner aux enfants à l'école les outils intellectuels nécessaires et les outils de contrôle personnel, c'est-à-dire de critique, pour former leur jugement au sujet de ce qu'on appelle la croyance religieuse. Autrement dit, pas un enseignement religieux, mais un enseignement sur les religions. Un enseignement sur les religions avec les outils de l'historien, de la linguistique, de l'anthropologie. Cela, je le réclame depuis 30 ans et je ne l'ai pas obtenu. Et j'ai alerté les autorités françaises depuis l'affaire Rochdy pour leur dire qu'il faut faire cela d'urgence, justement pour protéger les enfants à l'école issus de l'immigration qui n'ont aucun recours contre ceux qui leur font croire des choses et qui se comportent de la façon dont ils se comportent. Et là, donc, il y a une carence du gouvernement. Car j'ai présenté personnellement un grand projet de création d'une école nationale d'études islamiques. C'était au temps de Jospin. Mitterrand l'avait accepté, Jospin l'a refusé. Merci beaucoup, Mohamed Hakoun. Tout de suite, on retrouve le journal.